monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve sans RP un peu cringe pour vous parler de mes dernières lectures. Alors je suis désolée parce que je suis pas très présente en ce moment sur YouTube, ou en tout cas pas de manière posée comme ça, parce que j'ai pas le temps de me poser pour filmer, enfin j'arrive pas à prendre le temps, je suis stressée, il y a du bruit partout, il y a des travaux, il y a les voisins giga bruyants. Et là c'est férié donc il n'y a pas de travaux, mais ouais, j'espère que c'est pas trop bruyant quand même. J'ai hâte qu'on déménage, vous pouvez pas savoir à quel point. Aujourd'hui je vais vous parler de lectures que j'ai fait il y a quand même un petit moment, puisque voilà, il y en a que vous avez vu en vlog, et en fait ces derniers temps j'ai du mal à lire, et quand je lis je suis pas très investie dans ma lecture, et donc soit j'ai pas envie d'en parler au final, soit... enfin voilà. Parce que je vais pas dire que je lis pas, c'est pas vrai, je lis quand même... j'ai quand même lu une petite trentaine de livres depuis le début de l'année, donc c'est vraiment bien, hein. Mais voilà, ils me marquent pas, ils sont pas... voilà, pas encore de coup de cœur de folie. Donc aujourd'hui je vais vous parler de I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, je vais vous parler de toute la trilogie A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson et de Galatea de Madeline Miller, que je n'ai pas en papier parce que je refusais de payer genre 6 balles pour un truc de 50 pages. I'm Glad My Mom Died, c'est une non-fiction, c'est des mémoires en fait, et c'est l'actrice, je sais pas si vous la reconnaissez, moi je la connaissais pas plus que ça avant. Si vous avez regardé Nickelodeon en grandissant, peut-être son visage vous est-il familier. Moi j'ai plus grandi avec Disney Channel, donc j'étais pas trop familière, en plus elle a pas fait trop d'autres trucs après, pour des raisons qui semblent évidentes quand on a terminé le livre. C'est pas comme Ariana Grande où elle, on peut pas ne pas savoir qu'elle a fait Nickelodeon avant, on l'a vu partout. Janet McCurdy, elle a joué dans iCarly et ensuite dans Sam et Cat avec Ariana Grande. Et elle raconte en fait comment, dès l'âge de 4 ans, c'est sa mère qui lui a imposé cette vie d'actrice, qui lui a constamment imposé d'aller sur des tournages, de faire des choses qu'elle avait pas envie de faire, qui du coup lui a... ce qui a fini par la faire tomber dans des TCA, notamment avec le comportement de sa maman aussi. Cette espèce de relation très dépendante, plus toxique avec sa maman. Je n'utilise pas du tout les bons mots, je suis désolée d'avance, mais bref, vous avez compris un peu les vibes. Et ensuite sa maman décède du cancer, et elle raconte du coup toute cette relation avec sa mère, elle raconte l'après, elle raconte comment elle s'en remet. C'est hyper intéressant parce que ça parle des enfants acteurs, des enfants stars, des enfants qui n'ont pas envie de l'être, ça parle des rôles des parents, de la manipulation que les parents peuvent exercer sur les enfants, ça parle de TCA, enfin voilà, c'est très intéressant à lire. C'est pas toujours super facile parce que bon ben c'était pas que des petites agressions, hein, c'était très difficile, et encore je dis petites agressions, je sais pas pour qui je me suis pris, il y a pas de petites agressions, hein. Du moment que une agression est une agression, c'est mal, ça porte atteinte à quelqu'un et c'est nul. Mais en tout cas il était très chouette, il était un peu dur à lire par moments, mais vraiment chouette. Janet McCurdy, elle a beaucoup d'humour, elle a beaucoup de prise de recul, elle a beaucoup de maturité, et du coup c'est vachement intéressant à lire. Il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup d'elle-même dedans, et ça c'est assez ouf. Vous le voyez pas, mais j'ai un chat qui roupille là, et il est beaucoup trop cute, il est comme ça. Mais du coup j'ai pas de place. Waouh, je viens d'avoir les oreilles qui ont bourdonné là. Ensuite je vais vous parler de Galatea, et pas tout de suite de cette bonne grosse bête que sont A Good Guy blabla to Murder, vous avez compris. Galatea du coup c'est le dernier livre de Madeline Miller. Madeline Miller, elle a écrit Circé et Le Chant d'Achille, respectivement dans l'autre sens là en termes de publication. Dans Galatea, Madeline Miller nous raconte une espèce de suite au mythe de Pygmalion et Galatée. Pygmalion, c'était un sculpteur qui a sculpté une femme tellement belle, il a pris les dieux parce qu'elle était trop belle et il voulait trop qu'elle devienne vivante pour toucher sa chaleur et tout. Gros pervers sexuel, voilà, on a compris le délire. Elle imagine leur vie de couple après que la statue est réveillée, et en fait elle donne la parole à Galatée. C'est très intéressant, c'est super bien écrit, c'est très court et dynamique, vraiment c'est supra court par contre. Du coup c'est pour ça que moi j'avais pas très envie d'acheter le livre en papier giga cher pour ce que c'était. Mais le principe est super cool, et je trouve que c'est encore mieux dans le fond, dans le principe, que ses précédents livres, parce qu'il y a vraiment un tournant différent, il y a vraiment quelque chose où ça change. En fait ça m'a presque fait penser à Eurydice déchaînée dans le fond. C'est cette femme qui a été complètement écrasée par la mythologie grecque, par le patriarcat, par toutes ces mythes et ces manières de raconter, et ces dieux, ces déesses et ces hommes puissants, etc., qui se vengent, qui se retournent. Et c'était agréable à lire, c'était beau, c'était puissant même. Donc vraiment moi pour le coup de toutes les œuvres de Madeline Miller, celle-ci je la trouve la plus frappante, la plus intelligente, la plus percutante, et les autres étaient chouettes aussi. Bon, j'ai moins aimé Le Chant d'Achille, et en fait son univers et sa manière d'écrire sont très chouettes, mais là-dedans pour moi il y avait un vrai enjeu qui était
hyper percutant. Je vous ai déjà assez longuement parlé du tome 1 et du tome 2 dans mon vlog dans lequel je les lisais. Je vais quand même vous résumer. On est en Angleterre, on suit Pip qui est une jeune étudiante de seconde, je crois, qui va passer son équivalent du TPE, je sais plus comment ça s'appelle. Pip, elle s'intéresse à un cas, donc elle aime beaucoup les enquêtes, les podcasts de true crime, ce genre de choses. True crime, l'anglais est mort là. Elle va s'intéresser à un cas qui s'est passé dans leur ville il y a 5 ans et qui a été classé, voilà, ils ont jugé un type et ils se sont dit c'est bon, et en fait elle est convaincue que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc en fait c'est une fille très populaire, Andy Bell, qui a été tuée soi-disant par son copain de l'époque, Sal. Je me souviens plus son nom, Sal Singh. Elle est persuadée qu'il l'a pas fait, et donc elle va commencer à mener l'enquête. Et vraiment, je vais pas m'étaler parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est giga cool, c'est hyper prenant. Le personnage principal, je trouve qu'elle a beaucoup d'éthique, qu'elle fait les choses bien, que parfois ça lui arrive de mentir ou de se mettre dans des situations un peu délicates, mais elle l'explique toujours bien, ça crée pas des vieux dramas, enfin c'est hyper agréable, vraiment c'est hyper fluide et chouette à lire. Les relations entre les amis et entre les différentes personnes, elles sont super bien mises en place et c'est vraiment super chouette. Vraiment j'ai adoré, hein. Je l'ai lu en quelques jours et c'est intéressant parce que du coup il y a des chapitres qui sont soit sous forme d'entretien audio, soit sous forme de petits post-it qu'on a retrouvés. Le seul truc que je trouve qui est un petit peu nul, c'est que c'est écrit très petit, notamment les chapitres qui sont des entrées de son TPE ou qui sont des morceaux de ses enregistrements ou des choses comme ça, c'est écrit giga minuscule. Donc moi à lire en papier c'était un peu compliqué, voire parfois impossible. Je l'ai lu aussi en partie en liseuse, et en liseuse c'était assez gros, mais en fait c'était mal fait, c'est que quand j'essayais de grossir pour que ce soit adapté à mes problèmes de vue, ça coupait les phrases. Donc on a encore des progrès à faire niveau accessibilité pour les malvoyants pour la lecture, et j'ai l'impression qu'on va pas forcément toujours dans le bon sens, hein. Mais bon, j'ai enchaîné assez rapidement avec le tome 2, dont je vous ai aussi parlé, et grosso modo je l'ai un peu moins aimé que le tome 1, parce que vraiment le tome 1 giga trop cool, mais j'ai quand même adoré l'ambiance, l'angoisse qui monte, cette enquête, enfin vraiment j'ai adoré le fait que le tome 1 il a des vraies répercussions sur le tome 2, c'était trop cool. Et ensuite j'ai lu le tome 3 et là je dois vous avouer que je suis giga déçue. Dans ce tome 3 du coup, cette fois c'est Pip qui est un petit peu au cœur de l'enquête, puisqu'il semblerait qu'elle est un stalker. Il y a quelqu'un qui lui envoie des menaces par mail, par SMS, qui l'appelle en numéro masqué et tout, et du coup elle essaie de savoir qui c'est. La police ne fait rien parce que pour eux il n'y a pas assez de preuves, parce que pour eux ça tient pas la route. Assez rapidement elle arrive à relier ça avec des meurtres en série qu'il y avait eu il y a quelques années près de chez elle, dans sa région. Sauf que j'ai trouvé que dans ce tome-là, ce qui me dérangeait, c'est que le personnage se ressemblait plus trop, c'est-à-dire qu'elle était très... Avant, ça lui arrivait de mentir, mais elle restait quelqu'un avec beaucoup d'éthique, et elle finissait par dire la vérité. On comprenait toujours pourquoi elle faisait les choses, et là on le comprend aussi, mais en fait c'est frustrant, ça crée juste des non-dits, ça crée juste des dramas, ça crée juste des situations horribles qui vont nulle part. Elle aurait parlé à des gens depuis le début, ça aurait été tellement plus simple, genre, je sais pas, à son copain par exemple. Moi je pense qu'elle aurait parlé à son gars depuis le début, ça aurait déjà été vachement mieux. Mais du coup il y a tout ce truc où elle est hyper secrète, et en fait ça me dérange, ça nous met dans une position qui est très dérangeante, où elle est juste avec elle parle à personne, elle crée des dramas et tout, et c'est trop bizarre, trop nul. Aussi dans le tome 2, à la fin du tome 2, il y a des trucs un peu trauma, enfin la meuf elle s'intéresse quand même à des true crime et tout, normal qu'il y ait du trauma. Et donc dans le tome 3 il y a des moments très longs où juste elle va pas bien, et où juste elle arrive pas à dormir, et je peux comprendre, c'est hyper important pour rendre l'histoire réelle, pour rendre le personnage réel, mais du coup c'est super long et c'est pas du tout dynamique. Et franchement le premier tiers du tome 3 j'ai trouvé que c'était juste elle qui galérait à dormir, qui galérait, et ça manque de rythme, ça manque de quelque chose, donc ça c'était un petit peu dommage. Et j'ai lu des avis sur internet parce que en plein dans ma lecture j'étais un petit peu perplexe, et je me suis dit est-ce qu'il y a que moi qui ai pas aimé ce troisième tome, et en fait c'est vraiment scindé en deux, c'est hyper drôle, mais il y a des gens qui ont adoré la tournure que ça a pris, et il y a des gens qui ont détesté. Et je trouve ça trop drôle vraiment, cette espèce de clivage, parce que au final le choix qu'a fait l'autrice c'était un choix hyper ballsy, en mode j'y vais avec mon instinct et j'écris ce truc et on verra. Et j'aimais bien dans les deux premiers tomes parce que elle abordait des sujets qui étaient très compliqués, très polémiques. Je veux pas en dire plus, mais voilà, il y avait des choses qui étaient très polémiques et elle les abordait bien et elle soulevait des questions, enfin c'était trop cool. Et là je trouve elle va un peu... La direction qu'elle a pris m'a pas plu. Je pense que je comprends, mais d'un autre côté non. Donc je vais
essayer de terminer sans spoiler et après je spoilerai un peu si vous voulez, mais voilà, en gros je pense que ce truc là qui s'est passé dans ce 3e tome, déjà c'était lent, donc j'avais du mal à rentrer dedans. Cette histoire de stalker elle était bien, et il y a même un moment où ça m'a un peu speed et je me suis dit waouh, ça m'angoisse un peu, ça me met dans l'ambiance, c'était cool. Mais après, en fait à la moitié du livre, l'histoire de stalker elle prend vraiment, elle accélère, elle prend un tournant très intense, et là c'était ouf. Et en fait après cette moitié là, il se passe un truc qui m'a complètement enlevée et j'ai pas pu apprécier la lecture autant, et je l'ai lu un peu en diagonale parce que déjà pour moi c'était redondant, c'était dommage d'avoir fait ça. En fait ça crée juste un truc où le lecteur là il attend plus rien, il est juste en mode bon bah on voit venir les choses et en fait on attend qu'elles passent. Le personnage principal du coup elle est juste de plus en plus mal au niveau de sa santé mentale, c'est de pire en pire à cause de cet événement-là et à cause de la manière dont il a été géré. Je sais pas, je trouvais ça super frustrant. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas en savoir davantage, même si je vais pas spoiler de ouf, mais quand même un petit peu, je vais quand même spoiler le plot de ouf de la fin, mais je vais quand même spoiler en fait. Donc pour ceux qui ne souhaiteraient pas connaître la fin, je vous dis d'ores et déjà à la semaine prochaine. Faut que j'arrête de dire la semaine prochaine parce qu'avec mon rythme de vidéo ces derniers temps, ça n'a aucun sens. On verra quand j'arrive à filmer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me recommander des livres qui se lisent vite, dans lesquels on arrive vite à s'immerger. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres ou que vous comptez les lire, n'hésitez pas à me le dire. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Et maintenant, c'est parti pour le giga spoil. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle se fait kidnapper par son stalker. Donc on apprend qui c'est et tout. Le type, il est pas clair depuis le 1er tome. Depuis le 1er tome, le type est hyper chelou. Mais personne se dit qu'il y a un vrai truc à creuser avec ce pauvre type. Bon, jusque-là, je peux comprendre. Y a pas de souci. C'était hyper bien fait dans les 2 premiers tomes, donc je peux comprendre. Ensuite, dans ce tome 3, voilà, on cherche, on a des petits indices, des choses comme ça. Bref, jusque-là, c'est pas trop mal fait. Au moment où il la kidnappe, j'avais deviné que ce serait lui un tout petit peu avant que ça arrive, donc plutôt cool. Un truc qui m'a un petit peu saoulée, c'est que je trouve dans ce tome-là, avant les autres trucs qui m'ont saoulée aussi, l'autrice, elle nous prend un petit peu plus pour des asticots, quoi. C'est-à-dire que, à un moment donné, avant qu'elle se fasse kidnapper, elle est pratiquement sûre d'avoir trouvé qui est le coupable, qui est son stalker, et elle est avec son gars et ils discutent et ils sont en mode peut-être que c'est lui, et ils font toutes les possibilités et ils oublient ce type-là, qui est pas clair depuis le début en plus, et qui concrètement, il coche toutes les cases. Vraiment, il coche toutes les cases, mais il l'oublie. Et j'ai senti qu'à ce moment-là, c'était fait exprès. C'était complètement fait exprès qu'elle le dise pas, parce que je pense que l'autrice, elle s'est dit... Alors, je suis pas dans sa tête, mais moi, ce que je me dis, c'est que l'autrice, elle a dû se dire, c'est trop cramé, j'ai envie de laisser planer encore un peu de suspense, donc je vais pas le mettre lui dans les suspects. Mais honnêtement, c'était cramé de fou que c'était lui. C'était juste pas possible que ce soit quelqu'un d'autre. Enfin, moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi tu l'as pas mis? Et en fait, le fait qu'elle l'ait pas mis, c'était d'autant plus criant. Je me suis dit, mais l'autrice l'a pas mis, c'est sûr, ça va être lui. Elle va être en mode, ah, vous l'avez pas vu venir, je vous ai surpris. Sauf que à ce rythme-là, c'est plus de la surprise, c'est presque du mensonge, parce que elle l'a pas mis dans la liste de suspects. Pourquoi? Bref. Donc ça, déjà, ça m'avait un peu enquiquiné. Le personnage principal se fait kidnapper. Le mec lui parle un petit peu en mode, ouais, c'est moi qui ai fait ça, hahaha, je suis un vilain pas beau de film. Il l'enferme, il lui met du scotch partout, sur le visage, partout, enfin difficile de sortir de là, elle voit rien. Vraiment, cette partie fait un peu peur, mais elle est un peu longue quand même. Et là tu te dis, bon bah voilà, concrètement, elle va crever, c'est pas possible. Mais non, elle arrive à se sortir de là, elle arrive à s'enlever le scotch et tout, à se détacher, enfin vraiment giga forte la nana. Ok, soit. Et là elle arrive à s'enfuir. Elle brise une fenêtre et elle part. Et là tu te dis, trop cool. Pars, sauve-toi. Tu sais qui c'est, appelle les flics direct, voilà, mets-le en tôle, je ne sais pas, mais pars. Et là non, c'est pas ce qu'elle fait, parce qu'elle se dit, il va revenir, il va le faire à d'autres, je sais plus exactement ce qu'elle se dit, mais elle se dit, faut que j'y retourne. Et donc elle y retourne, et elle le voit arriver dans sa petite voiture, et elle prend un marteau, et elle le tue par derrière, avec genre 1 million de coups de marteau sur le crâne, un truc comme ça, enfin, meuf, alors bon, ça se comprend parce que elle avait pas mal de traumas qu'elle portait sur ses petites épaules, au final ça a du sens. Je viens d'y penser, genre littéralement maintenant. Le livre s'appelle Le guide pour un meurtre pour une bonne petite fille là. Ma traduction. Donc quelque part ça fait sens. Mais quand même. Parce que en gros, elle le tue. Ça aurait été qu'un coup de marteau, ça serait passé en légitime défense, je pense concrètement, parce qu'elle venait quand même de se faire enlever. Mais non, là vraiment, elle y a été acharnée. Et moi je pense qu'à ce moment-là, elle aurait encore pu appeler les flics. Elle aurait encore pu dire bon après je m'y connais pas trop en droit, hein, mais bon déjà elle a mis 25 millions de coups de marteau, c'était un peu chaud de s'en sortir avec ça, mais il y avait encore moyen de faire quelque chose. Elle appelle son gars, elle lui dit de venir, et là elle commence à dire viens pas par telle route, viens par là. Et en fait ils essayent de
retarder la décomposition du corps. Enfin, il y a plusieurs étapes quand un corps meurt, c'est dur à dire. Rigor mortis, c'est le moment où les muscles se contractent, enfin, et ils se figent dans une position. Et ce moment peut être retardé, mais en général, il aide les médecins légistes à savoir quand est-ce que la mort a eu lieu. Grâce à ces phénomènes-là, il y a aussi le livor mortis, c'est quand tout le sang descend et que du coup les couleurs du corps sont palotes, quoi. Bref, je ne me connais pas non plus beaucoup en mort, mais vous avez compris le délire. Et du coup, elle essaye de retarder ces symptômes-là, parce que ça peut notamment changer selon la température, selon l'humidité, ce genre de trucs, qui retardent de plusieurs heures pour se créer un alibi. Comme ça, à l'heure de la mort, eux, ils auront un alibi. Donc ensuite, ils vont se faire ça, ils vont se créer un alibi. Ils incluent leurs potes pour se créer un alibi. Donc lui, il va avec son cousin, elle va avec des potes, ils vont au McDo, ils vont dans des endroits où vraiment il y a des caméras, ils vont payer des trucs avec leur carte. Vraiment, histoire d'avoir plein de preuves qu'ils faisaient ça. Et ils font toutes leurs conneries là, ils incluent 1 million de personnes dedans, vraiment tous leurs potes qu'on suit depuis les premiers tomes, ils les incluent dedans, en mode posez pas de questions mais j'ai besoin de vous pour me trouver un alibi. Ok. Et je peux comprendre, mais c'est quoi ça? Et en fait elle veut faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Alors qu'elle se défende elle, je peux comprendre, mais en gros dans le premier tome il y a un gars qui était accusé de viol, qui dans le deuxième tome il y a son procès et en fait il a été jugé non coupable parce qu'il y avait pas assez de preuves je crois, ou je sais plus exactement. Et j'ai bien aimé que l'autrice elle aborde ce sujet parce que malheureusement c'est vrai, il y a très peu de victimes de viol qui portent plainte et souvent les gens s'en sortent très bien, soit pas de peine, soit des peines très légères. Donc j'ai trouvé ça très très cool qu'elle en parle. Voilà, en plus ça crée pas mal de frustration et tout, donc vraiment j'ai trouvé que c'était un très bon terreau, un très bon sujet. Sauf que du coup là, la nana, pour s'en sortir de son meurtre, il faut un coupable. Et du coup elle décide de tout faire pour que ce soit ce gars-là qui soit accusé, donc en plus de cacher le corps et de se trouver un alibi, elle fait autre chose, c'est qu'elle trouve un alibi pour que lui soit le meurtrier, quoi. Et ça je trouve ça un peu abusé parce que ok c'est un violeur et il mérite pas de vivre en liberté et tout, parce que il pourrait continuer à faire du mal à d'autres personnes, mais il mérite pas non plus de croupir des années en tôle pour un meurtre qu'il a pas commis. Et ce qu'il mérite c'est d'être éduqué, formé au viol, enfin à la prévention contre le viol, d'être soigné, d'être suivi par un thérapeute, d'être à la limite en conditionnel ou en, comment on dit, résidence surveillée. Mais croupir en tôle pour un meurtre qu'il a pas commis, je trouvais que c'était dommage, et pour quelqu'un qui était si juste, et pour quelqu'un qui avait tellement à cœur la justice, et je trouvais que c'était dommage que l'héroïne elle finisse comme ça. Alors après ok il y a des choses qui l'ont un petit peu trauma dans les tomes précédents, mais de là à remettre tout en question comme ça et à flinguer la vie, enfin c'est vrai que le système il est mal fait, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire ça. Donc bref, ça je trouvais ça hyper dommage. Et du coup après il y a, alors malheureusement quand elle fait le truc, elle oublie une affaire à elle et donc elle est un petit peu inculpée, mais comme il n'y a pas d'autres preuves contre elle que ce truc là et qu'il y a 1 million de preuves contre l'autre gars, elle est pas suspectée et le gars est quand même jugé coupable et tout. Mais du coup pendant tout le temps où le procès a lieu, du coup elle parle plus à son gars parce que elle veut pas qu'il soit mis dans cette histoire à cause d'elle et qu'il risque d'aller en tôle et que ceci et que cela, blablabla. Pendant des mois elle parle plus à personne, elle parle plus à sa famille, elle parle plus à ses potes, elle parle plus à son gars. Mais enfin je veux dire, la meuf s'est fait kidnapper, elle aurait juste appelé les flics quand elle a réussi à se sauver, on n'en serait pas là. Donc c'était assez fou. Du coup c'était super énervant. Et du coup toute la deuxième moitié du livre c'est juste ce moment où ils se créent un alibi, où ils font des preuves contre l'autre gars, et en fait bah c'était dommage parce que on sait déjà en fait ce qui se passe, on sait déjà, il y a plus rien qui nous tient en haleine, il y a plus rien qui nous fait dire mon Dieu qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça a du sens par rapport au titre du livre parce que elle nous montre que elle sait créer un meurtre, enfin que à force d'écouter des true crime, voilà, elle connaît le mode d'emploi au meurtre. Sinon j'ai quand même beaucoup aimé la trilogie, hein, malgré ce troisième tome qui pour moi était un peu moins chouette. Le reste est vraiment très 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 bien, haletant, immersif, bref. Du coup bah, pour ceux qui ont voulu les spoilers, je vous laisse vous aussi maintenant, je vous libère et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.